We're gonna die. We did die. Are we in hell? I knew it. Oh my God. This is a whole new thing. Let me know. You got to have eyes in the back of your head. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur Jumanji Next Level, ou The Next Level, le The a jarté entre la version américaine et la version française, la suite de la suite reboot Jumanji Bienvenue dans la jungle qui était sorti en 2017, toujours réalisé par Jake Kasdan, l'autre fils de Lawrence Kasdan, qui avait également réalisé le premier, Lawrence Kasdan qui avait co-scénarisé et réalisé l'épisode 5 de Star Wars et co-scénarisé l'épisode 6. Et je précise ça vite fait au passage parce que je suis en train de bosser sur l'autre œuvre que Lawrence Kasdan nous a créé grâce à un de ses fils, Jonathan Kasdan, Solo A Star Wars Story en ce moment. Donc c'est pour ça que je les ai un petit peu en tête, la famille Kasdan. Concernant cette suite, eh bien ça n'est toujours pas du Jumanji. Ça s'éloigne toujours beaucoup trop de ce qu'était le film d'origine pour pouvoir ne serait-ce que porter le nom. Ça s'en éloigne toujours plus avec ce film-là. Mais comme le premier, ça reste un bon film d'action-aventure, si vous aimez le domaine, et si vous n'êtes pas trop regardant sur le script, parce que le script utilise le concept jeu vidéo de base de l'histoire pour en gros faire absolument tout ce qu'il arrange et te faire croire que c'est normal et que ça marche dans le scénario parce que c'est comme ça qu'il avait prévu le jeu vidéo, le script du jeu vidéo. Et tu fais waouh, bravo, quel talent d'écriture pour justifier ses choix et ses décisions débiles. Faudra m'expliquer d'ailleurs comment est-ce que Jumanji, qui est un très vieux jeu, enfin manifestement basé sur des très vieilles consoles de jeu, peut être un jeu qui se joue à 7 joueurs. Il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont quand même particuliers. Grosso modo, l'originalité qui va être utilisée dans ce nouveau chapitre, c'est d'avoir mis quelqu'un d'autre dans les avatars des jeux vidéo. C'est-à-dire que Dwayne Johnson, cette fois-ci, est un vieux papy qui à la base est joué par Danny DeVito, et Kevin Hart est un autre vieux papy, le pote de celui qui est joué par Danny DeVito. Et en gros, c'est ça la blague, c'est qu'il y a deux vieux dans un jeu vidéo. Et c'est ça les ressorts comiques de tout le film. Alors, si ça vous suffit, voilà quoi, mais sinon, c'est quand même un peu laborieux. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de toutes ces critiques. Pour commencer, pourquoi est-ce que ce jeu pourquoi est-ce que ce film n'est pas Jumanji? Joli lapsus, pourquoi est-ce que ce jeu n'est pas Jumanji? Pour commencer, un truc de base, mais on n'a même plus le coffret Jumanji. Tu pourrais croire quand même que la console aurait été rangée dans le coffret en bois de Jumanji et qu'ils auraient juste... Non, en fait, la console elle est rangée dans une vieille mallette en cuir noir, toute dégueulasse. Alors je vous dis même pas pourquoi est-ce qu'elle est encore là, on y passera avec la partie scénario un petit peu. Mais du coup en fait t'as même plus ça, t'as même plus le charme, la mystique de la boîte de jeu de Jumanji, du coffret en bois de Jumanji, et de la musique de tribu qui apparaît en principe, la musique tribale qui apparaît en principe dès qu'on trouve le plateau et dès qu'on commence une partie. Dans ce film en fait la musique de Jumanji démarre quand ça arrange le scénario, c'est-à-dire que quand le gamin allume la console pour rentrer dans le jeu, bah t'as pas la bruit de tribu, t'as pas les tambours qui arrivent, etc. Par contre, quand ses potes viennent lui rendre visite le lendemain et qu'il est pas là, d'un seul coup, t'as les percussions qui commencent à retentir partout dans la maison, etc. Et les vieux qui sont « c'est bizarre ce bruit, je crois que c'est le chauffe-eau qui fait un truc, comment ?» Ça revient pendant tout le film. Donc déjà on a ça, quoi. Déjà on a plus la mystique de la boîte de jeu de Jumanji, c'est même ça ils nous l'ont viré. Ils nous ont mis cette petite disquette de dégueulasse qui ressemble à une mini cartouche de NES. Mais pour moi déjà, il y a une partie de la mystique qui disparaît, quoi. Mais une fois qu'on rentre dans le jeu, c'est encore mieux. Parce que le premier s'appelait Jumanji Bienvenue dans la jungle, parce que Jumanji, c'est la jungle. Mais là, du coup, comme tu fais une suite, bah, c'est un peu redondant, la jungle. Donc on va faire tout sauf la jungle. Et donc en fait, c'est tout sauf Jumanji. Parce que c'est ça le principe de base de Jumanji, même en tant que jeu de société, ça va être un jeu de société qui se déroule dans la jungle. Et bah là non, parce que comme du coup c'est un open world de jeu vidéo, et bah en fait c'est un world. Et donc t'as plein de mondes différents. Tu vas dans le désert, tu vas dans une forêt, mais une forêt normale, pas une forêt de jungle, une forêt classique, qui est à côté du coup de montagne, ce qui va t'amener à des trucs de montagne enneigée. Les petits traumatismes Kasdan qui reviennent. Dès que t'as un Kasdan dans un film, t'as de la neige quelque part. C'est quand même dingue d'avoir une famille qui est obsédée par la neige comme ça et vivent dans une région où il neige souvent, quoi. Donc de la neige dans le Jumanji, ça le fait quand même. Qui entoure un château viking. Parce que maintenant on a des vikings dans le Jumanji.
Alors, je veux bien, à la limite, tu dis le Jumanji qui est en jeu de plateau, il y avait un safari avec des mecs, je veux dire, vite fait. Mais enfin là, quand même, tu fais venir des Vikings au milieu de cette histoire-là, ça n'a plus vraiment de sens, quoi. Et puis alors, tu mets ça, est-ce que quelqu'un avait déjà associé un jour dans sa tête Jumanji et Zeppelin? Parce que la fin de ce film se déroule sur un Zeppelin. C'est le truc qu'utilise le méchant pour s'échapper, et donc c'est là que les gentils le poursuivent. Et alors, le truc, c'est que, oui, c'est très bien fait. Attention! C'est très bien fait. Mais du coup, tu vois le truc et tu fais... Et je suis en train de voir Jumanji, là. C'est ça que je suis en train de voir. Jumanji! Avec le grand château noir recouvert de neige et le Zeppelin qui est attaché par une corde avec le mec qui s'échappe. Vous êtes sûr que c'est pas Mortal Engines que je suis en train de voir, là? Non, c'est Jumanji. D'accord. C'est ça le truc, si vous voulez. Je m'en fous. Oui, le film est sympathique à certains moments, encore qu'on y reviendra. Le film est sympathique sur certains points, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le schmilblick? C'est juste pour faire une suite et vous savez pas quoi faire, donc vous avez foutu tout et n'importe quoi dans l'histoire et vous avez utilisé le prétexte du jeu vidéo pour justifier tous les délires que vous faisiez. Parce que de toute façon, il y a un jeu vidéo, il y a des levels, il y a des machins, on peut décider que, si, le jeu vidéo a décidé que ça se passerait comme ça. Les programmeurs ont décidé que l'histoire avancerait comme ça. On y reviendra parce qu'il y a tous ces trucs de jeux vidéo. Et donc au final, qu'est-ce qui reste de Jumanji? Bah le fait que la plupart du temps, les obstacles sont des animaux. Pas toujours, il y a souvent des trucs d'endroits piégés, de trucs dans ce genre-là, mais la plupart du temps, les obstacles sont des animaux. Et il y a des règles à suivre, mais enfin, le jeu piétine allègrement ses propres règles, et puis ça correspond vraiment à des règles de jeux vidéo. Il y a des codes plus de jeux vidéo que des règles de jeux vidéo qui sont utilisées dans le film. Et puis il y a des énigmes qui sont posées de façon un petit peu étrange, avec des trucs un peu métaphoriques. Suis la flamme, et la flamme, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une vraie flamme? Est-ce que c'est la flamme, l'amour du mec qu'il est en train de poursuivre dans le jeu, etc. Donc voilà, ce qui se rattache à Jumanji, c'est le prétexte d'avoir quelques règles et des énigmes pour faire avancer les personnages. Et c'est ça qui dirige les choix des personnages et qui les fait avancer dans l'histoire. Ce qui est un peu la méthode la plus basique pour faire un script quand même. Alors ça c'était pour l'aspect Jumanji, maintenant du coup l'aspect jeu vidéo. Le jeu vidéo n'est utilisé que pour permettre l'humour par rapport aux avatars, notamment donc comme je l'ai dit par rapport aux deux grands-pères, qui vont passer tout le film à faire la même blague. C'est-à-dire, je comprends rien, je retiens rien, et je confonds plein de trucs. Et je fais des remarques de vieux, en gros, quoi. Parfois peut-être un petit peu raciste, même si on peut. Franchement, c'est pas non plus le truc le plus créatif et génial du monde. C'était rigolo quand on faisait ça avec dans le premier film avec les ados. Parce que du coup ils correspondaient pas trop à leur truc, mais du coup si tu changes juste les vieux, t'as juste rajouté un petit gimmick au truc, mais t'as rien rajouté de vraiment intéressant et qui donne vraiment du sens ou de l'intérêt à l'histoire en fait. Ils ont plus ou moins justifié ça en rajoutant un petit dilemme, un conflit entre les deux vieux qui vont résoudre au fur et à mesure et qui va s'expliquer au fur et à mesure, donc ils ont plus ou moins justifié ça scénaristiquement. Bravo, pour le coup, vous avez trouvé un moyen de justifier ça plus ou moins, de mettre ça dans le truc, mais au final, ça fait quand même pas un film qui apporte quelque chose d'intéressant en plus. C'est de la répétition par rapport au sketch d'avant, c'est des scènes d'action qui sont divertissantes, mais c'est pas non plus quelque chose de génial, quoi. Donc on utilise le jeu pour jouer avec leurs avatars, jouer avec leurs aptitudes. Alors, leurs personnages ont évolué entre-temps. Je sais pas pourquoi, je sais pas quel sens ça a, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont... C'est juste encore une fois pour permettre de faire des trucs différents dans ce scénario-là. Et comment est-ce qu'on va les justifier? Bah le jeu a changé, donc maintenant tu dois utiliser ça. Ah oui, bah c'est pratique. Tu peux pas juste refaire un truc avec le même jeu et essayer de trouver une façon de détourner les codes pour faire autre chose dans le truc. Non, non, on va juste ajouter de nouvelles règles comme ça nous arrange, on va en retirer quelques-unes, on va rajouter des trucs un peu cons, enfin... C'est pas très finaux. Et les aptitudes sont aussi stupides presque que les choix de personnages. Il y a tout un passage où Jack Black est en train de gueuler sur à quoi sert un personnage comme le mien dans un jeu comme ça, quoi. Tout ce que je sers à faire, c'est lire la carte. Et tu te dis, bah ouais, mais enfin, effectivement, un mec qui peut lire la carte, ça peut être quand même intéressant dans le jeu, et puis ça peut être un challenge du coup ajouté d'avoir un personnage qui est très faible. Maintenant, expliquez-moi comment est-ce qu'on peut jouer un cheval dans Jumanji. T'as l'impression que c'est... Les jeux vidéo font des trucs délirants. Parfois dans l'histoire même, parfois en bonus. Je me souviens par exemple, c'est quoi? C'est dans Resident Evil qu'on joue un morceau de tofu? Ou un quasi... Je sais plus, j'ai plus ce que c'était. Il y avait un mode de jeu complètement con où le personnage était une espèce de gros cube blanc, là, je sais pas ce que c'était. Donc oui, les jeux vidéo font des trucs à la con de temps en temps. Maintenant, un personnage de cheval, dans un jeu qui est quasiment un jeu de plateforme, aventure, enfin c'est... Ça n'a
n'a pas de sens! Ça rentre pas dans le truc! Parce que, oui, d'accord, tu peux faire un truc où chaque personnage a une compétence particulière, mais tous les personnages sont censés arriver à la fin de tous les niveaux. Donc, il y a un moment, tu crées pas des personnages qui peuvent pas du tout traverser le niveau, genre un cheval! Enfin, c'est débile! Comment est-ce que tu rajoutes ce truc-là, quoi? Bref. Pareil, c'est dans ce domaine-là, donc t'appuies ici et t'as ton menu qui sort avec toutes tes caractéristiques et toutes tes faiblesses. Ça fonctionne, c'est un truc de jeu vidéo. Par contre, j'ai vu aucun jeu vidéo qui t'affichait les caractéristiques et les faiblesses de l'ennemi quand t'appuyais sur Start. Ce qui va arriver à un moment du film, parce qu'à un moment, on a récupéré un MacGuffin, qui est un fruit à la con, on sait absolument pas à quoi ça va servir, et à un moment, dans un combat, on va dire, ah, en fait, ce méchant-là, il est sensible à ce fruit-là, et au lieu de te l'avoir expliqué correctement, au lieu que ce soit logique dans l'histoire, etc., on va juste lui écraser le truc, on voit que le mec se sent pas bien, et là, faut qu'on fasse comprendre au spectateur que, du coup, c'était son point faible, on appuie sur son torse, et on fait sortir le menu, et on montre sa faiblesse. Sauf que les ennemis n'ont pas de menu qui montre leur faiblesse. Encore une fois, oui, c'est bien utilisé le jeu vidéo dans ce genre de truc, quoi, ça sert bien à rajouter des choses intéressantes. Ils utilisent même pas l'enjeu des vies correctement. C'est-à-dire que ils vont se débrouiller pour que, comme dans le film d'avant, tous les personnages soient à juste une vie quand ils arrivent au dernier moment et au dernier acte. Comme ça rajoute de la tension, parce que tu dis, merde, s'ils meurent là, ils vont mourir pour de vrai. Sauf qu'ils ont perdu leur vie de façon complètement conne et complètement absurde. Là où, même le premier film avait quand même trouvé des façons beaucoup plus intelligentes et logiques de faire perdre les vies aux personnages. Il y avait en plus tout l'enjeu du personnage qui était resté là pendant des années et des années et qui avait plus qu'une vie. C'était le personnage qui était joué par Nick Jonas. C'était plutôt bien intégré dans le truc, quoi. Pour le coup, le scénario, tu pouvais pas trop lui en vouloir à ce niveau-là. Là, pour le coup, les vies ne servent à rien dans le truc, quoi. À part rajouter de la tension dans le troisième acte, mais sinon, les vies ne servent à rien dans le truc. Il y a même pas un truc où tu pourrais jouer sur le fait de l'utiliser, justement. Il y avait un truc comme ça dans le premier film où il récupère un objet, il mourait, mais du coup, en revenant, il avait quand même l'objet équipé sur lui, il pouvait le garder. Rien de tout ça n'est utilisé ici, quoi. Tu t'en sers pas du tout. Et alors, ils ont créé un truc dans le jeu vidéo. Il y a un moment où ils arrivent devant une espèce de petite fontaine, enfin, il y a un arbre avec de l'eau autour, une espèce d'eau électrique. Et quand tu vas dans l'eau électrique, en fait, tu peux intervertir ton personnage. Et tu dis, ils vont en faire un truc intelligent et logique, genre, à ce moment-là du film, ils vont ramener tout le monde pour qu'il change de personnage et qu'il puisse avoir de meilleures compétences, etc., ou un truc comme ça. Et en fait, non. Et au final, quand ils le font, à la fin du film, tu fais, mais au final, pourquoi vous le faites maintenant? Parce qu'en fait, tous les personnages ont appris à se servir de leurs compétences et de leur personnalité, etc. Donc maintenant, ça sert plus à rien de leur faire changer de personnage, en fait. C'est même pour ce qui est de leur quête intérieure et de leur machin, enfin, ça sert plus à grand chose. Enfin, il y avait une leçon pour Spencer qui devait apprendre, justement, en arrivant dans le corps de cette petite chinoise cambrioleuse, mais qui est en même temps asthmatique, je sais pas, dans ce genre-là, ou allergique. Que justement, il fallait qu'il arrive à s'assumer sans être le personnage de Bravestone, et au final, non, on te laisse redevenir le personnage de Bravestone à la fin, etc., donc tu fais, ah, mais non, en fait, ça sert vraiment plus à rien, quoi, c'est juste une petite astuce à la con pour avoir une petite, je sais pas, un petit retournement quelque part, à un moment ou à un autre. Ça permet vite fait de faire le retournement pour Milo, c'est Milo, je crois que c'est ça, hein, le deuxième vieux. Donc je crois que ça permet de faire c'est principalement pour ce truc-là, mais sinon, ça sert à rien, quoi. Il y a un sketch qui est drôle grâce à ça, c'est le cheval qui sort de l'eau en battant les cheveux comme ça, comme si c'était une nana dans une pub pour un shampoing. Ça, pour le coup, c'était très bien fait. Mais sinon, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. En plus, à ce moment-là, justement, il a changé de personnalité, donc c'est pas Bethany qui est dans le cheval. Oui, parce que c'est Bethany qui est dans le cheval. La blonde. Et donc pourquoi est-ce qu'elle sort en faisant un truc de mannequin? En fait, même ça n'a pas de sens. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus censé être le même personnage dans le corps du cheval. Donc en fait, à quoi ça sert le jeu vidéo? Ça sert à ça. Ça sert à donner une justification à la grossièreté du script. Le meilleur exemple, c'est la cutscene d'introduction, la scène d'intro en fait, du jeu vidéo, qui démarre au début du film quand les personnages sont en train de parler avec donc le mec qui est dans son avion là, et on te dit non mais arrête-toi, tais-toi, c'est la cutscene, c'est ce qui nous explique ce qui passe dans le film. Et du coup tu fais ah bah oui, du coup vous pouvez nous faire l'exposition dump. D'un seul coup, on te fait l'exposition de tous les enjeux, de tout ce qui s'est passé avant et de tout ce que tu dois faire pour le truc, en 2 minutes au début du film, et ça a l'air logique et pas grossier parce que c'est un jeu vidéo et le jeu vidéo te dit ce que tu dois faire. Après tout. Alors du coup, il y a tout un tas de trucs comme ça qui sont vraiment aberrants au niveau du scénario. Je vais revenir vite fait sur deux petits points. Le premier, c'est l'existence même encore de ce jeu vidéo, parce qu'il était censé l'avoir détruit et jeté à la fin du film d'avant. Donc, on te fait une scène ici pour te dire, mais enfin Spencer, pourquoi est-ce que tu as été récupéré cette console? Comment est-ce qu'elle peut encore être là? On l'a acheté. Et Spencer te répond, je sais pas. Je l'ai fait.
Quand vous entendez un personnage répondre ça dans un film, vous pouvez déjà mettre 0 au script. Parce que ça, c'est la définition de je ne vais pas me faire chier à chercher une justification à mon histoire. Je vais pas me faire chier à la rendre logique, cohérente et à la justifier. Je vais juste faire mon histoire. Si le personnage veut faire un truc, bah, il saura pas pourquoi il l'a fait. Après tout, les humains sont troubles et ils ne sont pas aussi directs et psychologiques qu'on le dit dans les films hollywoodiens, etc. Si, les gens ont quand même plutôt des raisons de faire les choses en général, donc voilà. Tu fais pas un truc genre « Non, pourquoi tu as récupéré ? Je sais pas ». Autre truc, Bethany donc à la base n'est pas intégrée dans le jeu et pour réussir à s'intégrer dans le jeu va demander l'aide du jeune mec qui a été enfermé dans le jeu pendant 20 ans. Et tu fais qu'est-ce qu'il y connaît à cette console, le mec qui a été enfermé pendant 20 ans dans un jeu vidéo? Est-ce qu'il a tripatouillé de l'informatique quelconque quand il était enfermé dans Jumanji pour pouvoir revenir ici et dire « Tiens, moi je vais pouvoir t'aider à ensuite rentrer dans Jumanji alors que le jeu bug et que la console est pétée ». Ça ne sert absolument à rien et c'est juste pour te permettre de faire revenir ces deux personnages plus tard dans le script et permettre qu'ils soient pas là pour qu'il y ait certains scénarios qui ne puissent pas avancer et certains trucs dans le genre, ou alors qu'à certains moments tu te sentes complètement perdu et tu te dises « Ah bah non, finalement, petite nouveauté, retournement, il y a un personnage qui débarque et qui sauve la situation. » Tu fais « Ouais, mais en principe, à ce moment-là de l'étape du jeu vidéo, un nouveau personnage pourrait pas venir. » Le truc des singes, par exemple. Donc voilà, c'est quand même pas terrible. Et puis alors, il y a des trucs, il y a des séquences qui, au niveau de l'humour, par exemple, sont complètement gratuites. Tu sais pas du tout pourquoi c'est toujours la même logique, hein, on va pas justifier ce qu'il y a dedans. T'as une séquence de 2 minutes pour dire que le personnage de Kevin Hart n'a pas de couilles. Ils ont inventé une histoire comme quoi son personnage dans le jeu vidéo était le grand eunuque de je sais pas quoi, parce qu'il a sacrifié ses couilles dans je ne sais pas quel rituel pour empêcher que le monde soit détruit, et donc il a pas de couilles et tout le monde le respecte pour ça. Et donc il y a toute une scène où Kevin Hart est en train de faire « Oui, effectivement, je n'ai pas de couilles ». Alors la salle a beaucoup rigolé, hein, mais ça n'a rien à faire dans l'histoire, ça n'a aucune raison d'être là, c'est pas drôle, c'est de l'humour vraiment de bas étage, quoi, c'est juste vraiment dire chatte ou pipi ou caca dans un film, quoi, c'est le degré zéro de la créativité, et pourtant, bah si, il y a quand même des gens qui rigolent un peu partout dans la salle. Et alors, juste après, ils ont fait un autre truc, c'est que ils sont dans un truc viking médiéval, et donc il y a le personnage de Kevin Hart qui peut sortir des trucs de sa hotte, enfin de son sac à dos. C'est rigolo de dire que c'est une hotte parce que le film se passe à Noël, du coup, diégétiquement, la période, ils sont pendant la période de Noël, les personnages doivent rentrer chez eux pour Noël et c'est pour ça que on justifie toute l'histoire. Et du coup, parler de hotte, c'est rigolo. Mais alors donc, il fuit dans son sac et là, il sort, on est dans une grosse baston au dernier acte. Il sort une Shenifi, il la pose sur la table et il la lance et ça sort un morceau nostalgique ou pop des années 80-90, je sais plus d'où exactement, qui du coup devient la bande-son de la baston, pendant 30 secondes, et après on coupe, on va à un autre truc. Et du coup vous avez fait une scène, enfin vous avez fait un sketch pour justifier utiliser une musique des années 80 dans le truc, c'est ça? C'est parce que ça marche de mettre de la musique des années 80-90 dans une scène, donc du coup vous avez trouvé une raison absurde de faire sortir au mec une chaîne stéréo, de la poser sur la table et de... Mais c'est minable. C'est proprement minable. Un tel degré de non-créativité et de non-recherche dans l'écriture, enfin c'est quand même... Enfin c'est assez monstrueux, quoi. Voilà, donc vraiment ça vole pas très haut, c'est très aura des pâquerettes. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a quelques petits détails à sauver, quand même. C'est-à-dire que oui, c'est un film d'action-aventure, et ça a de la gueule, donc c'est proprement un film d'action-aventure. Il y a de très très bonnes, de très très bonnes courses-poursuites, de très bonnes scènes de baston. La course-poursuite avec les autruches, elle est très exagérée, mais elle rend bien. Tu sens le stress, notamment, de ces scènes d'action. Tu vois, la caméra te montre bien les éléments importants. À quel moment est-ce qu'un personnage est en danger? Comment est-ce qu'il est en danger? Qu'est-ce qui va l'aider? À quelle proximité du danger est-ce qu'il est? On va avoir des moments où on va filmer par exemple, le personnage en train d'avancer, et puis il y a l'autruche derrière lui qui est vraiment à deux doigts de la caméra, et tu te fais merde, il faut absolument pas qu'il fasse un truc, etc. Donc, tu rends quand même très bien le côté action et stress de beaucoup de situations. Pareil, quand ils sont poursuivis par les singes, t'as tout un tas de moments où ils sont en train de tomber, puis d'un seul coup ils se rattachent à un truc, mais en même temps t'as un singe qui se rattrape à leurs jambes, et du coup ils commencent à leur escalader dessus, et commencent à les frapper, machin. Enfin, tu sens quand même le stress, et tu sens quand même le côté action qui passe très très bien, et c'est vrai que les scènes d'action du coup sont bien filmées. Elles n'ont aucune raison d'être là dans l'histoire,
mais elles sont très très bien filmées, elles sont impressionnantes en plus. Ce que je vous dis, c'est, alors il y a des trucs qui sortent de nulle part, genre des zeppelins et des machins, mais du coup c'est impressionnant quand tu fais des plans aériens avec des zeppelins en train de voler, tu filmes un buggy en train de dévaler une dune de sable en faisant des tonneaux sur l'avant et l'arrière. C'est quand même plutôt impressionnant, quoi. Ça fait des trucs qui ont de la gueule. Il y a des décors qui ont de la gueule, en particulier genre le pont de corde notamment, qui est le décor qui fait le plus Jumanji du truc, tous les ponts suspendus avec les singes qui leur courent après. C'est vraiment le passage le plus Jumanji du film. Et pour le coup, le décor marche super bien. Et tous les décors en général marchent super bien, font assez grandiose, assez vaste. On a des beaux plans paysages. Il y a toujours leurs villes, là. Ils ont essayé de rajouter des villes à l'intérieur de Jumanji. Je trouve qu'elles font toujours un peu minables. Et celle-ci fait pas exception. Ça fait vraiment ville de studio, quoi. Parce que tu vois, la rue, elle est grande comme ça. T'as un truc sur ce côté-là, un truc sur ce côté-là, un truc en face. Tu vois que le truc est complètement fermé. Tu fais, ouais, c'est un décor de studio. Mais du coup, c'est vrai que ça passe pour la plupart des autres décors. C'est plutôt des grands paysages, des trucs arides, des déserts, des trucs verdoyants, etc. Globalement, tu sens le grandiose du truc, tu sens le grandiose des décors et des environnements, et les effets spéciaux sont plutôt bons la plupart du temps. C'est donc extrêmement efficace, malgré un scénario qui n'a pas de sens, c'est extrêmement efficace. C'est plutôt très bien porté par les acteurs, qui pourraient cabotiner, mais qui au final s'en sortent plutôt pas mal, même si c'est quand même one note, quoi. Ils sont toujours sur une note, quoi. C'est un peu monotone le truc, quoi. C'est toujours le Dwayne Johnson en Danny DeVito, c'est hein, quoi, toujours enfreigné, toujours machin, toujours en train de gueuler, puis il est quoi, hein, engueuler, enfin voilà. Et Kevin Hart, c'est en train de marmonner comme ça et un petit peu pédant et prétentieux, c'est les vieux qui te toisent un petit peu de haut parce qu'ils ont vécu, etc. C'est pas hilarant non plus, mais c'est bien fait, quoi. C'est bien joué. Jack Black est toujours très doué pour jouer d'autres personnages. Là, pour le coup, il joue Fridge, donc le grand black du truc. Mais il va rejouer Bethany à un moment ou à un autre, et il est aussi bon dans les deux rôles. Mais pour le coup, toutes les blagues ont un peu été faites dans le film d'avant, quoi. Là, pour celui-ci, c'est un petit peu compliqué. Et puis, il y a quand même un certain nombre de blagues qui fonctionnent. C'est pas un gadin total. Le film reste drôle, et il y a beaucoup d'échanges qui marchent bien. J'aime bien surtout le fait que, alors qu'on est dans un gros truc de quiproquo très français pour le coup, et qu'on pourrait passer des heures avec des mecs qui se comprennent pas, etc. Pour le coup, je trouve que les dialogues avancent assez vite. Ils savent qu'ils peuvent pas rester traînés pendant 3 heures avec des acteurs qui cabotinent et qui sont juste en train de jouer à s'échanger quelques répliques. Donc du coup, les dialogues avancent assez vite, même quand les personnages comprennent pas, on fait avancer l'action, on fait avancer l'histoire, malgré eux, en dépit de ce qu'ils ont envie de faire, comme ça permet quand même d'avancer. Donc voilà, on n'est pas trop bloqué non plus sur le truc. Ce qui est bien parce que ça se répète pendant tout le film, donc si en plus c'était en mode non-stop, ça serait chiant. Mais pour le coup, on reste pas enfermé dans les quiproquos et dans des incompréhensions comme ça, donc il y a quand même un certain nombre de blagues qui passent dans le film. Mais bon, enfin personnellement, je trouve que c'est tout à fait passable, on s'en fout complètement, encore plus que la première suite qu'ils avaient fait. Et ils annoncent une autre suite à la fin de celui-là. Celui-ci a une fin ouverte qui t'annonce clairement qu'il y a un 3e qui va arriver, et apparemment il est même déjà en production. Peut-être même qu'ils ont été tournés l'un après l'autre, ou un truc, j'en sais rien, j'ai pas trop suivi le truc. Mais donc oui, tu sens qu'il va y avoir une suite. Et franchement, je sais pas si c'est si intéressant que ça de faire des suites à ce truc-là. C'est bien fait, ça marche bien. On peut pas nier ça. Mais je suis pas sûr que c'est un intérêt. Je trouve que au final, est tout aussi réussi que certains trucs, le film est aussi plat que sa 3D. Parce que si on peut finir là-dessus, j'ai été le voir en 3D et putain, j'ai quand même douté que c'était en 3D pendant une bonne partie du film, quoi. Voilà, en ce qui concerne mon avis sur Jumanji, Next Level, ça passe, c'est rigolo, c'est regardable, cela vaut-il vraiment le coup de le regarder? Voilà ce que je pourrais en dire. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.